Nous sommes d'ailleurs candidats au Grand Emprunt pour faire un prototype un peu de ce modèle, tous ensemble, précisément pour montrer que dans l'affaire, les opérateurs n'essaient pas de faire une OPA, mais que l'on s'inscrit bien dans une démarche un peu plus large, avec l'idée finalement de rendre à un moment donné à l'État ce qu'il avancerait pour faire ce prototype. Voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire. Très bien, bravo en tout cas pour ceci. Je crois que vous avez fait allusion à des notions qui me paraissent fondamentales, qui sont celles d'interopérabilité, de faire en sorte que le consommateur ne soit pas prisonnier dans un système fermé qui serait décidé à l'extérieur et qui l'emprisonnerait en quelque sorte dans des schémas industriels définis préalablement. Je crois que l'idée d'une plateforme ouverte, elle est fondamentale pour la réussite de ce projet et je crois que nous soutenons ensemble cette notion d'interopérabilité dans l'ensemble des débats, notamment européens, que l'on voit aujourd'hui autour du développement de l'économie numérique et des freins que l'on constate à notamment la pénétration de certains services auprès de la population. Alors le livre numérique, c'est en quelque sorte une des déclinaisons de la culture demain. Je vais inviter Richard David Precht à nous rejoindre, s'il veut bien venir ici. Richard David Precht, je ne sais pas s'il faut le présenter, il était déjà en 2009 au Forum d'Avignon et il parlait lui-même de la philosophie des responsabilités et des compétences qui pourraient véritablement influer sur les situations. Alors, est-ce que c'est bien aujourd'hui toujours pour vous en tant que philosophe un des problèmes de notre destin, comment nous prenons ensemble nos responsabilités dans nos débats sur l'économie et sur la culture, mais plus généralement dans les investissements que nous avons à faire dans les différents domaines, finalement, y a-t-il une prise de responsabilité commune qui nous relie, qui est l'un de nos socles culturels? Est-ce le risque? Est-ce l'investissement? Est-ce le désir, comme je crois vous le dites aussi? Quelle est votre analyse aujourd'hui, Richard David Precht? Richard David Precht va s'exprimer en allemand. Et donc je vous invite, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, ce qui est mon cas, à prendre vos casques. Also ich habe meine grundsätzlichen Ansichten innerhalb von 2 Jahren nicht revidiert. Ich habe, als ich damals einen Vortrag gehalten habe, über die neuen Chancen, aber auch über die Probleme der neuen Kommunikation, den Finger in 2 Wunden gelegt. Das eine ist das Primat der Gegenwart gegenüber den früheren und den heutigen Zeiten. Das heißt, eine der wichtigsten Dinge, die sich durch das Internet verändert haben, ist, dass die Menschen auf eine ganz neue Art und Weise ständig in der Gegenwart leben und alles sofort anfangen, langweilig zu finden, so wie es alt wird. Damit verlieren wir einen Teil unserer kulturellen Tradition und wir haben immer größere Probleme, langfristige Veränderungen herbeizuführen, weil die Kurzfristigkeit das Ziel ist. Das heißt, wir haben eine Eventkultur der Kurzfristigkeit. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem besteht darin, dass der Begriff der Öffentlichkeit sich durch die neuen Medien gewandelt hat. Und zwar insofern, als dass Öffentlichkeit früher überschaubar war, weil sie begrenzt war. Solange Öffentlichkeit hergestellt wurde durch wenige Fernsehsender oder hergestellt werden konnte durch wenige meinungsführende Zeitungen, redeten alle mehr oder weniger und sei es auch mit unterschiedlichen Meinungen über das Gleiche. Heute ist im Netz jeder in seinem eigenen Segment und wir erleben dadurch eine Fragmentarisierung der Öffentlichkeit. Ich sehe durch das Internet eine ganze Reihe von Vorteilen. Wir denken an die arabischen Revolutionen und vieles andere mehr. Ich will es nicht einseitig von der negativen Seite betrachten, aber ich habe den Finger in diese beiden Punkte gelegt. In Bezug auf die Frage der Verantwortung ergibt sich folgendes Problem. Wir werden heute getrieben, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und sozial durch den technischen Fortschritt. Der technische Fortschritt ist der einzige Fortschritt der Menschheit, der irreversibel ist.
Alle anderen Fortschritte, der politische Fortschritt, der soziale Fortschritt oder der wirtschaftliche Fortschritt einer Gesellschaft sind umkehrbar. Wir haben in Deutschland erlebt, wie durch das Dritte Reich moralische Standards, die sich lange aufgebaut haben, in kürzester Zeit außer Kraft gesetzt wurden. Wir könnten sowas rein theoretisch in anderen Ländern auf anderen Ebenen ebenfalls erleben. Wir können erleben, wie im Fall von Jugoslawien, wie ein Land in kürzester Zeit in Barbarei verfällt, das wir früher für ein kulturell hochstehendes Land gehalten haben. Der technische Fortschritt aber ist irreversibel und im Augenblick hinken sowohl die wirtschaftlichen Interessen wie die sozialen und politischen Verantwortungen diesem technischen Fortschritt hinterher. Das heißt, auch die Philosophen, die Intellektuellen sehen immer wieder, was neu passiert und müssen dann überlegen, ist das moralisch vertretbar, ist das gut, wirtschaftlich die Frage, Urheberrecht und so weiter. Das heißt, wir sind Getriebene eines Prozesses, den wir nicht selbst bestimmen, sondern der von entfesselten Dynamiken bestimmt wird, deren wir nicht mehr Herr werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und das ist das, was mich als Philosoph interessiert, warum gibt es so wenige Menschen, die sich vorausschauende Gedanken machen? Und zwar nicht nur vorausschauende Gedanken in der Frage, was ist der nächste technische Schritt? Die gibt es genügend, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, politisch, moralisch uns vorher Gedanken zu machen, bevor diese Veränderungen eingetreten sind? Und welche Möglichkeit haben wir damit, die Prozesse politisch zu beeinflussen? Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Das heißt, wir müssen Leute ausbilden, die als Scouts für Sinndefizit, als Konsensarrangeure, als Diskursvermittler diese Prozesse abschätzen. Das heißt, wir brauchen nicht nur reduziert Technikfolgenabschätzung, sondern auch Anthropologie-Folgenabschätzung. Wir müssen uns fragen, was macht das mit den Menschen, was macht das mit Gesellschaften, was macht das mit Kulturen? Und das wird zunehmend ein Aufgabenfeld für Philosophen sein. Wir sind aber in der bestürzenden Lage, das ist in Frankreich nicht anders als in Deutschland, dass unsere Universitäten bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen solche Menschen nicht ausbilden. Bien, merci. Vous nous dites que le progrès scientifique est l'unique progrès irréversible, que nos normes sociales et morales évoluent. Est-ce que Arjun, Tishani, Christine, vous voulez peut-être donner votre sentiment sur... Vous aviez des problèmes de traduction. Arjun. Well, in general, I'm very much in sympathy with this argument about the limitations in how the technological present is being handled. I'm fascinated by the point that you make that technology is uniquely a one-way street. I think I agree. It's a fascinating, interesting point. Maybe I make only one comment apropos your last point of what universities ought to be doing, and it relates also to parts of what Christine was saying, namely that we are talking about a world in which things are changing very fast, culture is changing, and of course the technologies of culture are changing very rapidly in the fields precisely that Christine and Mr. Levy himself are involved. And so the challenge then is, how do we develop that kind of person? Is it a matter of developing a more humane, technical person, or developing a more technically smart cultural person? Is it both of those, all of those? I think, I don't raise that, it's a rhetorical question. That is, I think, it's how do we imagine the new disciplines that will be required in order to do this? This is what I would love to hear your and everyone else's thoughts on. Die Frage ist ja eine doppelte Frage. Sie ist einmal die Frage, was kann die Gesellschaft im Großen und Ganzen tun und was kann der Einzelne tun? Und der Bildung kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Und zwar deswegen zum Beispiel im Hinblick auf die Herausforderungen des Internets, aber überhaupt auf die gesamten Herausforderungen der elektronischen Revolution, erleben wir Kinder, die sich in der Schule nicht mehr konzentrieren können, weil sie zu Hause zu viel am Computer spielen.
Das heißt, oder weil sie von der Werbung vereinnahmt werden. Das heißt, ein Kind speichert Unmengen von Werbespots in seinem Kopf ab, statt vieles andere, was an dieser Stelle viel günstiger dort gespeichert sein sollte. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen lernen, unsere Kinder vor einem Delikt zu schützen, das gegenwärtig in keinem Land der Welt irgendwo mit Strafen belegt ist, nämlich vor Aufmerksamkeitsraub. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit der Kinder, sich zu sammeln, sich zu konzentrieren, sich zu schützen vor alledem, was auf sie einwirkt und was sie nicht filtern können, weil sie keine Voraussetzung dafür haben können, müssen wir trainieren schon im Grundschulalter. Wir müssen darüber hinaus etwas trainieren und das ist die Fähigkeit des Orientierungswissens. Wir haben heute ein Verfügungswissen über die Welt durch das Internet unermesslichen Maßes. Durch Knopfdruck stehen uns unglaublich viele Informationen zur Verfügung, aber wir lernen nicht mehr, sie zu filtern, sie zu bewerten, sie abzugrenzen und dergleichen mehr. Diese Fähigkeit ist das wichtigste Kapital, was die Kinder aber entwickeln müssen, um sich später in der Welt zurechtzufinden. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine extensionale Expansion an Möglichkeiten, ohne dass die Kinder Chancen haben, sie intentional zu restringieren. Das heißt, wieder auf etwas runterzuholen, was sie in ihrer Welt überhaupt noch bewältigen können. Und die Gefahr, die daraus entstehen kann, ist, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die bedroht sind durch die Fülle der Möglichkeiten, weil sie keine Kriterien mehr haben, innerhalb dieser Möglichkeiten zu entscheiden. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Wir haben ein konservatives Bildungssystem in den meisten westeuropäischen Ländern. Bildung gehört meistens zu den konservativsten Bestandteilen einer Gesellschaft, was immer damit zusammenhängt, dass ein Professor, ein Lehrer, wenn er plötzlich gesagt kriegt, das Fach, was du seit 20 Jahren unterrichtest, das braucht man möglicherweise nicht, natürlich eine Rebellion anzetteln will. Und da die Lehrer in den meisten Ländern auch noch verbeamtet sind, ist dieser konservative Status ganz besonders groß. Wir brauchen mindestens eine Revolution im Bildungssystem in den Ländern, die ich kenne, also in den westeuropäischen. Indien kann ich das nicht beurteilen. Das wird eine ganz, ganz wichtige Folge sein der neuen Herausforderung. Wenn wir das nicht machen, dann bilden wir die Kinder durch ein System, das nichts anderes als Fleiß und Konformismus belohnt, an den Herausforderungen der Zukunft vorbei aus. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Herausforderungen, auf die technische Revolution und auf die Veränderung unserer Lebenswelt zu reagieren. Une dernière question pour vous, Richard David Precht. Pardon. Oui, alors Christine d'abord, je vous en prie. Je crois que ce que vient de dire Richard David Precht est extrêmement juste. Je pense que nous vivons en fait le moment où toutes les informations au fond ce nouveau monde explosent effectivement sans avoir les outils et avec une génération qui est et notamment celle des enseignants qui est nécessairement dépassée. Je pense qu'une part de la solution d'Internet est sur Internet, c'est-à-dire que ce sont, au fond, si je prends l'exemple des droits d'auteur sur lesquels, bon, on a tous tellement bataillé, finalement, la loi, une des conséquences de la loi création Internet dite Hadopi avec la création de cette haute autorité, c'est aussi de labelliser des sites. Voilà, c'est-à-dire de faire à un moment donné, il y a un travail de filtre qui se fait, et je pense que c'est une part de la responsabilité publique que de favoriser aussi au fond cette solution, je vous dis, cette réponse à Internet par Internet, parce que c'est la seule possible face à la multiplicité de l'information. Je compléterai votre commentaire avec mon expérience personnelle. Nous avons un jeu qui s'appelle World of Warcraft qui fait jouer plus de 10 millions de joueurs chaque jour dans le monde. Et comme vous le disiez, il y a des phénomènes où un certain nombre de nos abonnés sont jeunes et jouent pendant des sessions très longues. Nous avons mis à la disposition de nos clients et de leurs familles des systèmes de gestion du temps, de limitation du temps. Un pays nous a demandé, un seul pays nous a demandé d'imposer dans le système lui-même une gestion de la limitation du temps, c'est la Chine. Au bout de 3 heures de session sur le serveur chinois, automatiquement, la qualité du jeu se dégrade. Alors j'ai un petit peu envie de vous demander, à vous écouter, ces normes, vous parliez de l'inattention et ces normes, elles appartiennent à la sphère privée, la famille,
elles appartiennent à la sphère de l'éducation ou elles peuvent aussi appartenir à la sphère de l'État? Ich glaube, dass es sich hierbei um eine zentrale Aufgabe für den Staat handelt. Wir werden das Problem nicht lösen, indem wir die Elternhäuser ermahnen, dass sie auf ihre Kinder so einwirken, dass die verantwortungsvoll mit den Medien umgehen. Wir erleben eigentlich sogar eine Verschärfung der Sozialproblematik, denn der Konsum ist in den Unterschichten am höchsten. Das heißt, es wird eine bestimmte Form von Bildungsbürgertum geben, die den Zugriff auf Medien, die die Gehirne der Kinder negativ beeinflussen. World of Warcraft ist ein solches Beispiel. Nicht? Ballerspiele verblöden ohne jeden Zweifel. Das heißt, die bildungsbürgerlichen Schichten werden versuchen, ihre Kinder davon weitgehend fernzuhalten, mit mehr oder weniger starkem Erfolg. In den Unterschichten werden die Kinder auf diese Art und Weise durch neuronale Überforderungen, durch Eintrainieren von Kurzzeitreflexen, wo andere Strukturen durch zerstört werden, ruiniert. Und es ist eine Aufgabe des Staates, weil die Elternhäuser das nicht können. Es macht überhaupt keinen Sinn, an jemanden zu appellieren, der das Verantwortungsgefühl oder im Zweifelsfall auch, weil beide berufstätig sind, von morgens bis abends das Zeitkontingent gar nicht hat, den Medienkonsum der Kinder zu überwachen. Und deswegen müssen wir in der Schule ein Fach einführen, das in der Grundschule wir können es Philosophie nennen, wir können es Lebenskunst nennen, Konzentrationsfähigkeiten stärkt, Meditationstechniken, nicht im religiösen Sinne, sondern im Besinnungssinne eintrainiert, das Orientierung schafft, der Kinder lernen, sich zwischen Möglichkeiten zu entscheiden, indem man lernt zu verzichten, etwas, was man überhaupt eintrainieren muss. Nicht? Es gibt so eine schöne alte deutsche schwäbische Weisheit, wo jemand zu seiner Tante kommt und die Tante sagt, sage mir, was dir fehlt. Und dann sagt er, was dir fehlt, okay, und jetzt bringe ich dir bei, warum du das nicht brauchst. Bien, voilà de quoi éclairer effectivement nos réflexions et il faut que je potasse mes proverbes souabes. Bravo. Merci Richard David Precht. Je vais inviter Barbara Hendricks à nous rejoindre. Barbara Hendricks, elle a également opéré de nombreux choix dans sa vie. Je ne vais pas la présenter en tant qu'artiste. Je vais peut-être... Je vais peut-être simplement dire que le premier choix qu'elle a fait et qui est peut-être pas si connu, c'est que Barbara, vous avez commencé chez les géomètres, si je puis dire, puisque vous avez une licence en mathématiques et en chimie. Votre choix d'une carrière artistique, évidemment, a été un virage radical par rapport à cette... premier investissement de votre part. Je crois qu'on peut... je ne sais pas ce que les mathématiques et la chimie ont perdu. Je crois que la musique y a beaucoup gagné. Comment avez-vous vécu ce choix, ce virage radical? Merci beaucoup. Je suis vraiment content que Nicolas Sédou m'avait invité de venir ici, dans cet endroit magique, avec vous pour parler un peu de la culture. Mais je vais faire une chose un peu comme font les gens politiques. Je ne vais pas répondre à votre question, je vais vous parler d'autre chose et je reviens. Quand Nicolas m'avait demandé de venir ici, il m'a dit que le sujet était investir dans la culture. J'ai dit, voilà, c'est vraiment un bon thème. Mais je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, la culture? Quelle culture? Et pourquoi investir dans la culture? Et moi, je veux le dire que moi, je viens ici comme artiste. Et c'est un mot que je n'ai jamais utilisé ensemble avec mon nom avant l'âge de 50 ans. Parce que d'être artiste, c'est quelque chose qui était le but de ma vie. Je continue, même que je suis presque un peu près retraitée, d'essayer d'être artiste. Parce que pour moi, qu'est-ce que c'est d'être un artiste? C'est d'être à la service de l'art. Je dis l'art avec un A majuscule. Et qu'est-ce que c'est cet art pour moi? Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la vie. Pour moi, l'art n'est pas un luxe,
c'est nécessaire pour la vie humaine, aussi nécessaire que l'eau qu'on boit et l'air qu'on respire. Et pourquoi? Parce que je crois que c'est juste l'expression de notre condition humaine. C'est une expression que nous, les êtres humains, nous sommes sociaux, on a besoin les uns les autres et on a besoin d'exprimer cette condition que nous sommes en train de vivre dans nos vies ordinaires. Et investir dans la culture, pourquoi? Je dis, mais parce que peut-être il faut poser une autre question. Dans quelle société j'ai envie de vivre? Dans quelle société j'ai envie de laisser à mes enfants vivre? Et je crois que la créativité qui est inspirée, qui est cette nécessité de chacun de s'exprimer, c'est quelque chose que chaque enfant dans le monde doit avoir la possibilité d'avoir. C'est bon, pour retourner à votre question d'éducation. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des études, bien sûr, mathématiques et chimie, parce qu'enfant, j'étais très intelligente. Mais je chantais toujours à côté la musique, mais pour mes parents. Moi, je suis née dans un Arkansas des États-Unis d'apartheid, des Jim Crow laws. Et pour mes parents, l'éducation, c'était la clé. Surtout pour une fille qui était noire. Et moi, je veux dire, d'être femme, d'être noire et d'être pauvre, c'était les atouts. Ce n'est pas les handicaps. Hein. Et là, dans cette éducation, mes parents ont vu que j'étais douée pour les mathématiques. Ils ont dit, voilà, pour l'avenir, elle peut avoir l'avenir si elle fait bien ses études. Mais j'avais envie de chanter, et je chantais dans les chœurs de l'église. Mon père était pasteur. J'ai chanté aussi à l'école. J'ai eu la possibilité à 12 ans d'être acceptée dans le choral de lycée, parce qu'on avait le junior high school et high school dans le même bâtiment, parce que j'avais un contribute, il avait besoin chez les sopranes. Ouais. J'ai eu la chance et les autres m'ont toléré parce que j'avais que 12 ans et eux, ils avaient 16 ans. Mais en continuant mes études, bon, je ne vais pas raconter toute ma vie parce que vous pouvez l'acheter, mes mémoires qui sont sortis il y a une année. Mais juste pour vous dire qu'il avait un moment, un tournant de ma vie, que quelqu'un m'a proposé une bourse pour un festival de musique avec une académie de musique où j'ai rencontré une femme extraordinaire qui était venue mon professeur de chant, le seul professeur de chant que j'ai jamais eu. Et c'est de cette femme qui est venue ma définition d'artiste, qui est celle qui a envie d'être à la service de l'art, parce que l'art est quelque chose de noble, quelque chose de nécessaire dans notre vie. Et comme j'ai dit, culture, qu'est-ce que c'est? Je dis c'est différent pour nous tous, mais les racines, le moteur, le fuel de la culture, c'est de l'art. Voilà. Ben, j'ai un peu continué votre question. Merci. Alors Nicolas Seydoux, qui, comme chacun sait, ne manque pas de malice, nous fait nous rencontrer. Vous avez beaucoup enregistré pour des maisons de disques qui nous sont chères, Deutsche Grammophon et Decca en particulier, EMI aussi. Et puis il y a quelques années, vous avez fait un choix qui est un risque, qui est un autre choix que vous avez fait dans votre vie. Vous aviez fait d'autres choix aussi, de migrer d'une carrière dans le classique et d'aller aussi vers le jazz. Vous avez évolué, mais vous avez un choix d'entrepreneur, si je puis dire, puisque vous avez décidé de vous passer de toutes les maisons de disques et même des labels d'Universal Music, ce qui est pour moi un choc. Et néanmoins, ça a plutôt marché, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette logique qui est la vôtre, de prendre en main, d'une certaine façon,
votre responsabilité commerciale et pas seulement comme le font la plupart des grands artistes, votre vie artistique. Bon, je veux dire que